Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce premier webinaire sur la photobiomodulation qui sera présenté par Bernard Bontou, notre intervenant équiné des Alpes, pour faire simple, on va dire géographiquement. Donc du coup, on va présenter aujourd'hui la prise en charge de la gonarthrose par photobiomodulation. Et sur la fin de la présentation, on fera une séance de questions-réponses. Donc, dans un premier temps, tout au long de la présentation, vous pourrez mettre vos questions dans le petit item conversation. Non, je suis là. Donc, Bernard, je vais te passer la main et te laisser commencer à te présenter et faire la présentation auprès de tout le monde. Voilà, je pense que vous voyez là maintenant comment. Hop là, je vais couper ma caméra parce que ça sert à rien. Peut-être que vous me voyez. Hop là, voilà. Donc tout le monde voit la présentation là. C'est tout bon. C'est tout bon. OK. Tac. Juste 2 secondes et je suis à vous. Voilà. Oui, donc moi, bonjour à tous. Donc je suis Bernard Montou, je suis kiné et ostéo. Ça fait un certain nombre d'années que j'utilise en fait le laser et donc la photobiomodulation parce que maintenant c'est comme ça qu'on doit parler. On ne doit plus parler de laser froid, laser chaud, etc. Étant donné que la seule différence, on va dire, entre des lasers froids et des lasers chauds, c'est une question de puissance, hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les lasers froids, c'est des lasers qui ont des faibles puissances, donc une moindre pénétration dans les tissus, et qui ont en fait l'avantage, elles peuvent être main libre. Mais du coup, on a beaucoup moins d'efficacité et surtout, on a un temps de traitement qui est beaucoup plus long. Alors, pourquoi parler de la gonarthrose et de la photobiomodulation? Parce que quand même, dans nos cabinets, c'est une pathologie qui est très, très fréquente et qui, globalement, se règle un peu moins bien que la coxarthrose, surtout en termes de prothèses. C'est-à-dire que c'est plus facile de mettre une prothèse de hanche qu'une prothèse de genou. Donc, c'est important d'essayer de traiter cette gonarthrose pour qu'elle évolue le plus faiblement possible et qu'on arrive sur les prothèses de façon décalée. La deuxième chose, c'est que pourquoi travailler avec la photobiomodulation, c'est que on va avoir en fait une action sur multiple, c'est-à-dire à la fois sur la douleur du genou, à la fois sur l'inflammation, mais aussi, comme on le verra, sur le cartilage. Et on s'aperçoit depuis à peu près 5 ans que les études sur la gonarthrose et la photobiomodulation ont augmenté de façon exponentielle. Ça double pratiquement toutes les années. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui était important de traiter. Alors on va rapidement passer sur les différents principes du laser, hein. Le laser, en fait, c'est une excitation des photons et cette excitation, elle peut être créée par plusieurs appareils, soit des appareils à gaz. En fait, on crée une décharge électronique pour exciter les photons, soit par diode, c'est ce que nous avons et c'est ce qui est le plus couramment utilisé par les paramédicaux, hein. Donc, c'est un courant électrique qui excite les photons. Et puis, le dernier, hein, c'est le ND-YAG, qui, lui, c'est en fait comme un flash très puissant au niveau des photons. Donc, ce dernier appareil est plus utilisé par les médecins. Après, vous en avez d'autres, hein. Vous avez des lasers liquides, des lasers semi-conducteurs. Un simple rappel, hein, pour comprendre un petit peu ce qu'est la lumière laser, hein, et ses caractéristiques. Donc, par rapport à une lumière ordinaire, une ampoule, la lumière laser, eh ben, c'est une lumière qui est directive, qui va toujours dans le même sens. Elle est monochromatique, c'est-à-dire qu'en fait, les longueurs d'onde sont uniformes, comme vous pouvez le voir
à ce niveau-là. Et puis, elle est cohérente, c'est-à-dire que les crêtes et les creux sont alignés. Je vous ai mis un petit schéma à droite, simplement pour vous rappeler, je pense que tout le monde sait ce qu'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc là, on est sur une oscillation à 2 Hertz. Donc, pour résumer, la LED, c'est simplement une injection de courant électrique, ça a une faible puissance et c'est omnidirectionnel, alors que le laser, c'est une émission stimulée, on stimule les photons, ça a une forte puissance et c'est unidirectionnel. Quels sont les mécanismes en fait de la photobiomodulation? C'est donc ce laser, ce rayonnement optique qui va taper sur les tissus, qui va descendre à l'intérieur des tissus pour aller diffuser au niveau des chromophores et au niveau en fait, au niveau qui se trouve au niveau de la mitochondrie ou de la membrane cellulaire pour stimuler ce qu'on appelle les cytochromes C oxydases. Donc, les mécanismes qui rentrent en jeu, c'est des mécanismes photophysiques, c'est-à-dire l'interaction de la lumière avec la matière, avec le tissu, et puis un mécanisme aussi photochimique, c'est-à-dire les effets chimiques que l'on recherche par cette irradiation. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des changements physiologiques et surtout des effets thérapeutiques. Voilà. Et l'action sur la cytochrome C oxydase, qui est en fait une protéine qui est au niveau de la mitochondrie, ça permet surtout de fabriquer de l'ATP. L'ATP, je ne vous fais pas le... Tout le monde sait ce que c'est. Donc, si on résume les effets de la photobiomodulation, on a quoi? On a d'abord une biostimulation, c'est-à-dire une stimulation et une production d'ATP. On a une oxygénation, c'est-à-dire une libération d'oxygène par les hématies, et une microvascularisation, c'est-à-dire une augmentation de la microcirculation avec des changements de potentiel membranaire. On n'a pas réellement une vasodilatation, mais on a surtout une accélération en fait du flux sanguin. Je vous mets d'entrée une étude qui résume un petit peu la photobiomodulation appliquée aux différentes pathologies. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur la gonarthrose, stade 2-3, hein, sur les échelles de Kellgren et Lorentz. Donc c'est bien sûr une étude randomisée, en fait, où on a fait 7 sessions de laser pendant 7 jours de traitement. Et ce qui est surtout intéressant, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, après le traitement, donc on a amélioré, on a fait baisser la douleur, la VS, mais surtout que cette amélioration de douleur, eh ben, elle va perdurer pendant 3 mois. Donc après, l'étude s'est arrêtée, mais en fait, c'est très intéressant de voir qu'on n'est pas sur un phénomène simplement ponctuel, mais sur un phénomène qui peut durer un certain temps. Et sur cette étude, on a aussi montré que on a évalué aussi ce qu'on appelle la pédobarométrie dynamique et statique, c'est-à-dire l'équilibre entre le membre lésé et le membre non lésé. Et on s'est aperçu en fait qu'on retrouvait de l'équilibre entre les deux jambes, à la fois en statique et à la fois pendant la marche. Donc, sur les objectifs qu'on attend au niveau de la photobiomodulation, on attend une baisse de la douleur, ce qui est quand même important, au niveau local, avec le gate control, à distance en libération d'endorphine, mais aussi de manière indirecte, en faisant baisser l'inflammation, on va faire baisser l'œdème. Et cette baisse de douleur, en fait, on peut la diviser en trois moments, c'est-à-dire qu'on a d'abord une baisse de douleur qui est immédiate, en fait, simplement parce qu'on baisse le taux de conduction au niveau des nerfs afférents. Puis on a une deuxième baisse de douleur qui apparaît à peu près entre 20 et 45 minutes après le traitement. En fait, on a une inhibition de la douleur nociceptive, on a une réduction aussi du niveau de bradykinine, et puis une augmentation de la perfusion tissulaire. Et pour avoir un soulagement durable, eh ben là, on aura une baisse des marqueurs pro-inflammatoires, une normalisation des canaux ioniques. Donc voilà, tous ces phénomènes font que la douleur va baisser
spontanément, mais aussi dans le temps. Et puis, on a donc un effet aussi sur l'inflammation, sur tout le processus inflammatoire, avec une baisse des protéines inflammatoires, une baisse de concentration des cytokines pro-inflammatoires et libération de monoxyde aussi d'azote, qui est en fait un vasodilatateur. On a une action aussi sur la réparation, mais c'est moins visible, on va dire, sur la gonarthrose. C'est surtout la micro-vasodilatation qui sera importante pour nous au niveau de la gonarthrose. Petit rappel sur les longueurs d'onde. Nous, chez Chattanooga, on a des appareils qui balayent 2 longueurs d'onde, 810 nanomètres et 980 nanomètres. Plus on descend en fait dans la longueur d'onde, c'est-à-dire 660 ou 445, plus on va taper en fait sur la mélanine, pardon. Or, nous, ça ne nous intéresse pas du tout quand on veut faire baisser la douleur ou augmenter les échanges ioniques, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est sur ces 2 longueurs d'onde. D'autant plus que c'est quand même les 2 longueurs d'onde qui sont les plus citées dans toutes les études, même si maintenant on commence à voir quelques études sur le 1064 nanomètres, mais c'est une longueur d'onde qui n'est pas du tout documentée au niveau du cytochrome C oxydase. Donc voilà, nous on reste sur ces 2 longueurs d'onde. Alors, les objectifs, en fait, par rapport à la prise en charge du patient sur une gonarthrose, c'est déjà d'accélérer le processus, c'est-à-dire d'accélérer la prise en charge. C'est-à-dire que si on a un œdème, donc un temps d'arrêt important, avec la photobiomodulation et avec le laser, on va pouvoir passer ce cap en faisant baisser l'œdème, en faisant baisser la douleur. Et donc, on pourra accélérer notre travail de rééducation. Les 2 phénomènes, je vous les ai déjà cités un petit peu plus haut, de photophysique et photochimique. Avec le but final de ça, c'est de en fait potentialiser nos effets au niveau du traitement. Il faut savoir, et je le répéterai tout au long des slides et de cette présentation, on ne fait pas la photobiomodulation seule si on veut avoir des résultats probants et qui sont continus. Il faut toujours mettre la rééducation en parallèle. Voilà. Sur l'article que je vous ai sorti là, de 2023, en fait, il recommande la photobiomodulation pour soulager l'arthrose, surtout avec des exercices. Et on insiste sur cette notion d'exercice. Et la conclusion de cette étude, c'est donc que la photobiomodulation doit être recommandée pour soulager la douleur chez les patients atteints de gonarthrose par rapport à d'autres traitements. Donc là, on est déjà dans la comparaison entre la photobiomodulation et les autres types de traitements complémentaires qu'on peut mettre en place. Là, on va rentrer dans un domaine un peu plus, on va dire, un peu plus kiné, mais voilà, il est important quand on traite un genou de bien faire un bilan qui permet en fait d'orienter notre traitement. Alors bien sûr, je vais passer rapidement, interrogatoire, donc la douleur, son localisation, l'intensité, son horaire, sa raideur, qui peut être un facteur limitant dans les activités de la vie quotidienne. Il faut voir bien sûr tous les examens, enfin cliniques, ce que je appelle clinique, c'est-à-dire voir tous les plans, travailler, faire ton bilan statique, dynamique, debout, assis, etc. Et puis aussi faire le bilan sur les tissus, à la fois musculaires, ligamentaires et autour de l'articulation. Et tous ces examens, en fait, vont nous permettre de mettre en place notre protocole en fonction des stades d'évolution de l'arthrose.
tout en s'appuyant quand même sur les différents scores qu'on peut avoir, que ça soit le score de WOMAC, de COS ou de Kellgren. Kellgren et Lorenz, c'est des stades en fait radiologiques. J'attire rapidement aussi votre attention sur les pièges qu'on peut avoir, hein, ces douleurs projetées en genou, notamment quand on a des coxarthroses, des diagnostics différentiels, bien aller voir si on n'a pas des bursites au niveau du creux poplité, sachant que là, on peut traiter les bursites aussi avec la photobiomodulation. Et puis des soucis de ménisque ou de patella. Les objectifs du traitement, eh ben, déjà, c'est d'informer le patient par rapport à son infection, les conséquences qu'on peut avoir et l'évolution qu'on va avoir en fonction du traitement. Travailler sur la détente musculaire, sur la détente musculaire manuellement et sur tous les agents physiques qu'on peut avoir à notre disposition. Et par rapport aux agents physiques, il y a une étude qui a été faite en 2019 qui a permis de voir que le laser est significativement plus efficace que les autres thérapies mises en place, notamment sur la raideur. Donc, les actions spécifiques qu'on va avoir au niveau de la photobiomodulation, j'ai sorti cet article de 85 qui, pour moi, quand même un article un peu fondateur par rapport aux effets de la photobiomodulation parce qu'il passe en fait en revue l'utilisation expérimentale et clinique de laser sur ce qui s'est fait 20 ans avant, donc de 65 à 85. Et il étudie en fait tous les systèmes, enfin tous, une quinzaine de systèmes biologiques pour voir comment était efficace le laser. Alors maintenant, on est sur des études beaucoup plus précises parce qu'on a d'autres moyens d'investigation que sont les IRM, les scanners, etc. Mais déjà en 85, on avait vu les effets du laser et de la photobiomodulation sur les différentes pathologies. Donc, les effets analgésiques au niveau du laser, comment ça fonctionne? Donc là, on a les photons qui agissent sur le cytochrome C et qui augmentent tout ce qui est métabolisme cellulaire. À partir de ce moment-là, on a une baisse donc, de la sensibilité nerveuse. Comment? Eh bien, en fait, en baissant le niveau de bradykinine, on a une normalisation des canaux ioniques qui permet en fait, parce que les canaux ioniques jouent dans l'excitabilité musculaire et le déclenchement des potentiels d'action, donc on a une baisse de ces canaux ioniques, et puis on a une libération d'endorphine et d'encéphaline qui permettent en fait de baisser la douleur. Et l'article à droite a permis de ressortir deux choses. Tout à l'heure, je vous parlais des longueurs d'onde. Cet article a permis de faire ressortir que quand on est longueur d'onde de 800 nanomètres, on a surtout une action sur le métabolisme et la mitochondrie. Et si on travaille à 970 nanomètres, on a surtout une action sur la transmission du signal nociceptif. Donc c'est intéressant de voir aussi cette différence entre les longueurs d'onde par rapport à la douleur. Les différents effets anti-inflammatoires, alors je ne vais pas tous vous les citer, hein, je les ai notés là, hein, mais les effets sur l'inflammation, hein, avec la réduction des PGE2, des réductions, enfin voilà, ces marqueurs de l'inflammation. Et l'article à droite, qui est de 2017, a permis de mettre en avant donc, cette réduction globale de l'inflammation, surtout sur les troubles articulaires, donc comme on a là, et les traumatismes. Voilà. Il en ressort, donc je vous ai deux petits schémas, hein, donc après traitement en photobiomodulation, on a une réduction importante des neutrophiles. Quelle est l'action sur les cartilages? Alors, tout le monde sait que les cartilages, hein, c'est à la fois du collagène
en partie des prostéoglycanes, hein, qui sont des protéines qui retiennent l'eau. C'est une partie qui est dépourvue de nerfs et de vaisseaux, donc bah, du coup, on a une difficulté, hein, pour la régénération, pour la cicatrisation, pour la réparation. Donc en fait, nous, le but, ça va être quoi? Ça va être d'agir surtout sur les cytokines inflammatoires qui vont permettre en fait de faire baisser la progression de l'arthrose. En fait, on va baisser, on va baisser cette progression et il y a énormément d'études médicales qui vont dans ce sens maintenant. Certains, j'ai lu un truc, certains disent que ces altérations biochimiques et cette perte de propriété mécanique, eh ben, on peut l'inverser. C'est notamment Biermann qui disait ça. J'ai donc sorti 2 études par rapport à ça, hein. La première qui dit que avec la photobiomodulation, vous corrigez la circulation sanguine locale, donc ce qui explique en fait qu'on a un effet anti-inflammatoire et en amenant en fait un peu plus de sang sur cette zone-là, eh ben, on active aussi les chondrocytes. La deuxième étude, qui est une étude aussi randomisée, qui dit qu'on améliore considérablement la douleur et surtout, on augmente l'épaisseur du cartilage hyalin. Cette étude, elle a été faite sur 6 semaines, avec 5 séances par semaine et sur 4 semaines. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, on a une amélioration de la douleur, de la fonction, et donc que cette augmentation significative, enfin cette baisse de la douleur significative, permet en fait de réduire le taux de chirurgie. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre plus de temps entre le moment où on découvre l'arthrose et on la traite et le moment où on va aller sur la chirurgie. Sur cette slide, c'est pour vous montrer, alors on n'est pas sur le genou, hein, on est sur un tendon d'Achille, mais pour vous montrer en fait la comparaison entre un groupe contrôle où on n'a pas appliqué la photobiomodulation et un groupe où on a traité avec le laser, où vous voyez l'organisation des fibres de collagène qui reprennent en fait leur fonction. Une deuxième slide sur la microcirculation. Alors ça, c'est sur un triceps brachial où en fait, on a traité le triceps brachial à ce niveau-là. Et 10 minutes après, on voit cette augmentation en fait d'accélération du flux sanguin et même à 50 minutes, alors que 50 minutes après le traitement, hein, bien sûr. Donc c'est un effet à moyen terme qui est visible. Pour résumer ce que je viens de vous dire, hein, c'est tous les effets cliniques en fait, de la photobiomodulation sur les différents tissus, donc augmentation de l'angiogénèse, néovascularisation, baisse de l'œdème et de l'inflammation, augmentation de la régénération nerveuse, ça je ne vous en ai pas parlé, mais ce n'est pas important pour notre gonarthrose, augmentation de la production de cartilage et augmentation de la production de collagène. Là, on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect pratique, c'est-à-dire comment utiliser et quand utiliser en fait la photobiomodulation. Alors, sur une arthrose, on va dire débutante, hein, moi, je me dis qu'on est plutôt sur un travail rééducatif un petit peu comme un sportif, c'est-à-dire qu'on fait du renforcement, de la proprioception, etc. Donc, on traite plutôt avec le laser avant la séance. Ça permet en fait de préparer le muscle à l'effort, de préparer le muscle et le patient en fait à sa rééducation. Voilà. Dans un deuxième temps, quand on a une arthrose plutôt modérée, là, on va surtout travailler sur l'aspect antalgique pour essayer de retrouver des amplitudes.
Donc là, on a souvent des points de blocage. Donc moi, je travaillerai plutôt la photobiomodulation pendant la séance, à la fois localement et à la fois sur les zones musculaires que sont les ischios, les quadriceps. L'article à gauche montre simplement une baisse, enfin montre une grosse baisse de la douleur, hein, avec le visuel analogue scale sur 10 sessions sur 2 semaines. Donc, vous voyez, on a une importante baisse de la douleur. Donc, je pense que c'est important de traiter à ce niveau-là quand on a une arthrose modérée. Quand on a une arthrose sévère avec des attitudes vicieuses, des grosses pertes d'amplitude, on va être obligé de forcer pendant la séance. Et là, on va avoir des douleurs post-séance qui vont être assez importantes. Donc là, moi, je propose de faire le light force, enfin la photobiomodulation après la séance et surtout en local. Là, on peut avoir un peu plus de chaleur pour faciliter en fait le traitement. Et on arrive sur les prothèses totales de genoux. Alors, est-ce qu'on peut faire de la photobiomodulation après avoir eu une prothèse de genou? Ben, bien sûr, hein, parce que la lumière n'a pas spécialement d'incidence sur le matériel. Alors, on n'a aucune étude là-dessus sur le matériel au niveau des protèges de genoux, de hanches, etc. Par contre, on a beaucoup d'études qui ont été faites après implant dentaire. Et il n'y a aucun aspect négatif qui a été mis en avant par rapport à ça. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut surtout pas produire de la chaleur avec notre laser. Donc, à partir de ce moment-là, et vous le verrez après, on va plutôt travailler sur des fréquences basses en faisant évoluer les paramètres, mais pour ne pas avoir de chaleur autour de la prothèse. L'article à gauche, c'est une étude randomisée qui conclut qu'on a un avantage à faire de la photobiomodulation, surtout sur les personnes à haut risque de chirurgie. Les réglages qu'on peut avoir quand on traite un genou et une côte arthrose. En général, on fait à peu près 2 séances par semaine. Et comme on est quand même sur des pathologies chroniques, on va quand même faire 7 à 12 séances de traitement. La moyenne, c'est à peu près 12 joules par centimètre carré et à peu près 3000 joules par séance sur le genou, sur la zone articulaire. J'attire votre attention quand même sur une chose, s'il y en a qui ont utilisé le laser, ils ont dû voir ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites du laser, le patient vous dit, bon, ouais, c'est une chaleur douce et agréable, c'est un petit peu chaud, et après, presque instantanément, vous avez une douleur très importante. Alors, pas une douleur de brûlure, mais une douleur très importante. Donc, soyez vigilants là-dessus quand le patient vous dit, ah, ça commence à chauffer pas mal. Là, soit on augmente le balayage, soit on baisse l'intensité, mais faites attention à ça. Alors, le schéma thérapeutique mis en place, hein, c'est un exemple. Hein, on n'oublie pas qu'il faut bien sûr faire de la rééducation en même temps. Donc, moi, je vous ai mis un process sur 4 semaines, mais il peut évoluer hein, en fonction du temps, etc. Vous voyez qu'il y a différentes têtes parce qu'on a donc des têtes sans contact, des têtes avec contact aussi. C'est la particularité en fait de l'appareil Light Force qu'on a chez Chattanooga, c'est de pouvoir utiliser des têtes sans contact et des têtes avec contact qui sont vraiment importantes. Alors nous en France, on les utilise que sur les muscles, les têtes avec contact. Ça permet en plus de travailler comme si on faisait du massage, mais ça permet aussi d'avoir un feedback des différentes structures qu'on a en dessous. Les Américains, eux, utilisent les têtes de contact même sur leurs articulations. J'en vois pas du tout l'utilité. Au contraire, on peut créer des douleurs simplement en appuyant. Donc moi, je ne conseille pas de travailler avec les têtes de contact sur l'articulation en elle-même. Donc, quand on est sur une arthrose
très douloureuse, gonflée, inflammatoire, etc. Donc là, on va utiliser la tête sans contact. On peut aller à 3 séances par semaine et on va travailler à 12 joules par centimètre carré avec un nombre total de joules où on va quand même commencer à 1500 joules pour petit à petit progresser jusqu'à 2500, voire 3000 joules. Et si on est vraiment inflammatoire, eh ben, on va commencer avec des fréquences très basses, 100 Hz, 1000 Hz, puis après 10 000 Hz. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une première séance à 100 Hz et on attend la deuxième pour voir en fait comment le patient a réagi. S'il n'y a pas eu de souci post-traitement, vous passez à 1000 Hz, puis ensuite à 10 000 Hz. Donc c'est important d'avoir cette évolution et en travaillant à 100 Hz, on a très peu d'échauffement, très peu de chaleur. Voilà, donc c'est l'utilité sur un genou qui est très inflammatoire. Et puis après, la suite du traitement, elle est toute simple, hein. On va passer à 3 puis 2 séances par semaine, augmenter le nombre de joules total et passer à traiter au niveau des ischio-jambiers et des quadriceps avec les différentes têtes de contact parce que ça permet en fait de préparer votre muscle à l'étirement et au travail. Les périodicités de traitement, en fait, plus vous mettez des traitements rapprochés et plus vous mettez des doses faibles, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en partant à 1500 joules. Et plus vous allez aller sur vos séances qui sont écartées, et bien là, plus vous allez passer sur des puissances plus élevées et des dosages plus importants. En bas, on voit simplement si en fait on commence à avoir des séances trop rapprochées, vous sortez en fait de la fenêtre thérapeutique et donc en fait vous n'avez pas les effets escomptés. Comment intégrer en fait vos séances dans vos protocoles? C'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Avant la séance, ça va permettre surtout d'avoir un objectif de baisse dentalgique, de baisse d'œdème. Pendant la séance, ça permettra de décontracter, d'oxygéner les tissus et de permettre de passer souvent des phases de flexion ou d'extension. Et puis, après la séance, ça permet en fait de faire baisser l'inflammation, de drainer. On peut aller effectivement souvent au niveau des cul-de-sac poplités, etc. et d'avoir un effet rebond beaucoup plus faible, donc une moindre douleur. Là, c'est pour vous montrer comment on traite, hein. Donc, sur une gonarthrose, toujours mettre un coussin sous le genou. On reste en périarticulaire. Et là, sur la droite, ce qui est intéressant pendant la séance, c'est d'essayer de mettre le patient à 90 degrés de flexion pour que nos faisceaux de laser travaillent vraiment, on va dire, dans l'axe de l'articulation. Donc ça, c'est un travail qui est très, très important à faire. Après les actions à distance, on travaille sur les zones musculaires. Donc, les zones musculaires en fonction de notre bilan qui peuvent être les quadriceps, les ischios, parfois même les triceps qui sont tendus. Et là, moi, j'aime bien parler de photobiomodulation et de sport parce que on s'est aperçu que chez les sportifs, le fait de traiter par laser avant les séances, ça permettait de préparer le muscle et d'augmenter en fait tous les métabolismes et que la fatigue n'apparaisse pas tout de suite, mais apparaisse plus tard. Voilà, excusez-moi. Et puis, ce qui est intéressant pour les kinés, c'est de travailler ce qu'on a en thérapie manuelle. Donc là, comme je vous montre, c'est-à-dire en étirement du quadriceps avec des têtes de contact beaucoup plus larges ou de travailler sur les ischios en même temps qu'on fait des étirements, voire même du stretching. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie sur la photobiomodulation et le stretching et elle a conclu qu'en fait, on améliore la douleur
pendant le repos, pendant les activités, on baisse la raideur et on augmente, en fait, on baisse le raccourcissement musculaire. Donc, c'est important quand on a de l'arthrose de travailler, de l'arthrose du genou, travailler comme ça, en stretching, en s'aidant du laser. Alors, les cas particuliers qu'on va rencontrer inévitablement, c'est si votre patient a subi des infiltrations, de la viscosupplémentation ou des PRP. Alors, les infiltrations qui ont effectivement un but antalgique, moi je pense quand même qu'il faut attendre une semaine après les infiltrations. Même si, comme l'a montré une étude de 2008, en fait, une comparaison entre les anti-inflammatoires et la photobiomodulation, et ça a montré une supériorité significative sur ces agents pharmaceutiques. Alors, moi, je ne vais pas aller jusque-là. Je pense qu'on est simplement complémentaires et je pense qu'on a tout intérêt, si le médecin décide qu'il faut des infiltrations, bien sûr qu'il faut laisser les infiltrations. C'est eux qui sont les maîtres du jeu, mais nous, on peut peut-être aider en faisant de la photobiomodulation. Au niveau de la viscosupplémentation, alors moi, je vais rester très prudent par rapport à ça parce que je ne connais pas vraiment ces produits. Mais néanmoins, si vous regardez toutes les études, ils disent qu'il faut laisser 3 mois entre les différents produits qu'on peut injecter comme ça et le laser. Donc, pour être vraiment dans les normes, laissons 3 mois entre la visco et notre travail de photobiomodulation. Pour les PRP, alors même si aucune étude a été faite par rapport à ça, les PRP ont quand même pour but en fait de promouvoir l'angiogénèse locale, la prolifération des chondrocytes, etc. Et en fait, ben, moi je m'aperçois qu'on tombe dans les mêmes effets que la photobiomodulation. Donc moi, je serais plus pour dire, bah, pourquoi pas faire en même temps, juste après, voilà, un peu n'importe quand par rapport au PRP. Maintenant, discutons-en avec les médecins et c'est eux qui nous diront si oui ou non on peut quand même faire là-dessus. Voilà. Une dernière chose par rapport aux médicaments, soyez attentifs aux médicaments photosensibles parce que là, que ça soit les médicaments, comment dire, pour augmenter la masse musculaire, etc., donc chez les sportifs. Voilà, je ne vais pas vous parler ou simplement passer qu'on peut associer à la photobiomodulation les ondes de choc. Il y a de plus en plus d'études qui se font par rapport à ça. Donc nous, on est plutôt pour faire à distance, c'est-à-dire une séance photobiomodulation et une séance traitement par thérapie par onde de choc. Voilà, on pense quand même que ça potentialise les effets des ondes de choc et de la photobiomodulation. Et parfois, je pense que ça peut nous sortir de certains échecs qu'on pourrait avoir avec l'une ou l'autre des thérapeutiques. Alors, il y a des études qui sont sorties par rapport à ça, différentes études, où il y a cette première dit que les deux sont efficaces, que ce soit les ondes de choc ou la photobiomodulation, mais que les résultats sont supérieurs si on utilise les deux. Cette deuxième étude, elle, pareil, compare et elle dit que l'addition des deux techniques est supérieure à l'un ou l'autre. Voilà, ça c'était simplement un schéma pour vous montrer comment on peut utiliser les deux. C'est-à-dire que quand on est vraiment sur l'inflammatoire et de l'aigu, on n'est que sur la photobiomodulation et petit à petit, on introduit les ondes de choc. Voilà, ça c'est pour vous montrer le protocole qui a été fait, toujours en utilisant les exercices de mobilisation, les exercices de rééducation qu'on associe à l'un ou à l'autre.
Une dernière slide pour vous dire qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je vous ai dit par rapport à la photobiomodulation et la gonardrose. La première des choses, hein, c'est qu'il ne faut pas oublier la rééducation. À la fois la rééducation manuelle, la rééducation active, les conseils qu'on peut donner aux patients et le suivi que l'on peut avoir avec le patient. La deuxième des choses, c'est sur la photobiomodulation proprement dite, où là, on augmente l'oxygénation, la microvascularisation et on stimule la production d'ATP. Qu'on peut faire en fait, on peut travailler en complément, onde de choc et photobiomodulation, mais ne pas oublier quand même que le patient a un grand rôle dans sa propre rééducation, dans son auto-rééducation qu'il peut faire chez lui, et puis l'hygiène de vie qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours. Voilà, moi j'ai fini pour ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté humblement. Je vous ai mis deux contacts, hein. Donc le contact de Fabien, qui est donc chez Novice, qui pourra vous répondre sur tous les aspects, on va dire, plutôt commerciaux, etc. Et puis, je vous ai aussi mis mon mail parce qu'il n'y a aucun souci pour que vous puissiez m'écrire, qu'on puisse discuter. On apprend de toute expérience. Donc, moi, c'est avec grand plaisir que je recevrai vos mails pour en discuter.